Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un sujet absolument passionnant, les biothérapies et les thérapies ciblées. C'est une véritable révolution dans la façon de traiter les maladies auto-immunes et inflammatoires. Fini l'approche un peu à l'aveugle, on entre dans une ère de précision quasi chirurgicale. Allez, c'est parti. Alors, au programme aujourd'hui, d'abord, on va voir ensemble en quoi consiste cette fameuse révolution des thérapies ciblées. Ensuite, on passera en revue les grandes familles de médicaments qui ont tout changé. Les pionniers, les anti-TNF-alpha. Puis, les anti-CD20 qui s'attaquent directement aux cellules et les anti-interleukines pour un réglage ultra fin. Et pour finir, on jettera un œil à ce que l'avenir nous réserve. Voilà, on entre dans le vif du sujet. La révolution des thérapies ciblées, c'est vraiment un changement de philosophie complet. On passe, comme on le voit ici, du bombardement à large spectre au scalpel moléculaire. Bon, avant toute chose, mettons-nous d'accord sur le terme biothérapie. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une thérapie qui est fabriquée à partir d'organismes vivants. Dans le contexte qui nous intéresse, ce sont surtout des anticorps monoclonaux, fabriqués en laboratoire pour aller viser une cible moléculaire bien spécifique. D'ailleurs, petite astuce, leurs noms ne sont pas choisis au hasard. Si ça finit par MAB, c'est un anticorps monoclonal. Parximab, c'est un anticorps dit chimérique, souvent un mélange homme-souris. Et si c'est Zumab ou Mumab, là on est sur un anticorps humanisé ou 100% humain. Et c'est là toute la différence, la précision. Imaginez les anciens immunosuppresseurs. C'était un peu comme utiliser un bazooka pour éliminer une cible dans une foule. Efficace, peut-être, mais avec énormément de dégâts collatéraux. Les thérapies ciblées, elles, c'est un sniper. Elles visent et neutralisent un seul élément, une seule molécule de la réaction immunitaire, tout en laissant le reste du système le plus tranquille possible. C'est un changement de paradigme. Alors, commençons par ceux qui ont ouvert le bal, les vrais pionniers de cette approche, les anti-TNF-alpha. C'est avec eux que tout a réellement commencé. Leur cible, c'est le TNF-alpha, pour facteur de nécrose tumorale alpha. Il faut voir cette molécule comme le grand chef d'orchestre de l'inflammation. Quand elle est produite en excès, elle sonne l'alarme générale. Elle appelle les renforts immunitaires sur le site et elle met littéralement le feu aux poudres. L'idée, vous l'aurez compris, est assez simple. Si on bloque ce chef d'orchestre, on calme toute la symphonie inflammatoire. Et qui sont les principaux acteurs de cette famille ? On retrouve des noms très connus. L'infliximab, un anticorps chimérique, des anticorps entièrement humains comme l'adalimumab ou le golimumab, et puis l'étanercept, qui est un peu différent, c'est une protéine de fusion. Leurs indications phares, ce sont la polyarthrite rhumatoïde, les spondyloarthrites ou encore la maladie de Crohn. Bien sûr, une telle efficacité a une contrepartie. Le risque numéro 1, et il faut vraiment l'avoir en tête, c'est le risque infectieux. Pourquoi ? Parce que le TNF-alpha nous sert aussi à nous défendre, et en particulier à contenir le bacille de la tuberculose dans des granulomes. Si on le bloque, on risque de libérer le bacille et de réactiver une tuberculose qui dormait tranquillement. Il y a aussi des risques d'autres infections. Il faut être prudent s'il y a un antécédent de cancer ou de maladie neurologique démyélinisantes. Du coup, avant de commencer un anti-TNF-alpha, il y a une checklist de sécurité qui est absolument incontournable. D'abord, on dépiste les grandes infections virales chroniques, VIH, hépatite B et C. Ensuite, étape cruciale, le dépistage de la tuberculose latente avec une radio des poumons et un test sanguin. On fait aussi une prise de sang de base, on vérifie bien qu'il n'y a pas de cancer en cours, et enfin, on met à jour les vaccins importants, notamment ceux contre le pneumocoque et la grippe. Ok, changeons de stratégie. Plutôt que de bloquer une molécule qui circule dans le sang, pourquoi ne pas s'attaquer directement à l'usine qui fabrique les auto-anticorps ? C'est tout le principe des anti-CD20, qui vont cibler les lymphocytes B. La cible, ici, s'appelle le CD20. C'est une protéine qui est présente à la surface des lymphocytes B. L'anticorps thérapeutique va venir se coller sur ce CD20 et déclencher la destruction de la cellule. C'est une méthode radicale, mais terriblement efficace pour assécher la source de production d'auto-anticorps. Le chef de file de cette classe, c'est le rituximab. Son histoire est intéressante. Il a d'abord été développé en cancérologie pour traiter les lymphomes à lymphocytes B. Et c'est en l'utilisant qu'on a découvert son efficacité spectaculaire dans des maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde ou certaines vasculites. Et là, attention, il y a une règle d'or. Le point le plus important à retenir avec ce traitement, comme le rituximab détruit les lymphocytes B, le corps devient incapable de produire de nouveaux anticorps en réponse à un vaccin. Toute vaccination faite pendant le traitement sera donc inefficace. Il est absolument impératif de faire tous les vaccins nécessaires bien en amont, au moins 2 à 3 mois avant la première dose. On continue à monter en précision. Maintenant, on va s'intéresser aux messagers, aux sortes de SMS que s'envoient les cellules immunitaires pour communiquer. Ces messagers, ce sont les interleukines. Et si on arrive à intercepter ces messages, on peut moduler la réponse immunitaire de manière encore plus fine. Et regardez la diversité. On peut bloquer l'interleukine 1 dans des maladies auto-inflammatoires, l'interleukine 5 dans certaines formes d'asthme sévère ou encore l'interleukine 6 dans la polyarthrite rhumatoïde. Il y a même des anti-interleukine 2 pour prévenir le rejet de greffe d'organes.
Chaque blocage correspond à des indications très précises, on est vraiment dans la dentelle thérapeutique. D'ailleurs, une petite perle clinique très importante concernant les anti-IL-6, comme le tocilizumab. En temps normal, pour suivre l'inflammation, on dose la CRP, la protéine C-réactive. Le problème, c'est que la production de CRP par le foie est directement stimulée par l'IL-6. Donc si on bloque l'IL-6, le taux de CRP s'effondre mécaniquement, même si l'inflammation est toujours là. La CRP devient alors un faux ami, un marqueur totalement inexploitable. C'est un piège classique à connaître. Et l'histoire est loin d'être terminée. Pour finir, regardons un peu vers l'avenir, avec d'autres cibles qui ne cessent d'élargir cet arsenal de la médecine de précision. Le champ des possibles est immense. On peut par exemple empêcher l'activation des lymphocytes T avec l'abatacept. On peut bloquer une partie très ancienne du système immunitaire, le complément, avec l'éculizumab, mais ça impose une vaccination contre le méningocoque. On peut même empêcher les cellules de migrer vers le cerveau, comme le fait le natalizumab dans la sclérose en plaques, avec un risque rare mais grave à surveiller. Chaque molécule a son propre mécanisme d'action, ses indications et ses précautions uniques. Et tout ça nous amène à une question de fond pour conclure. Avec des outils capables de cibler des voies moléculaires avec une telle précision, la question se pose. Est-ce qu'à l'avenir on traitera encore des maladies, comme la polyarthrite rhumatoïde, ou est-ce qu'on traitera plutôt des profils moléculaires, comme une maladie à excès de TNF-alpha ? C'est une réflexion fascinante sur le futur de la médecine personnalisée. Merci de nous avoir suivis.